Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français. Je m'appelle Arthur et je voudrais prendre quelques secondes avant le début de cet épisode pour vous présenter mon site internet aufonddelaclasse.com. Vous pourrez y retrouver des conseils de méthode et d'organisation, des choses simples, efficaces pour être prête le jour J. Des cours aussi sur les œuvres au programme qui correspondent aux épisodes de ce podcast. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast et des épisodes, aufonddelaclasse.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que la Boétie, pour retrouver la liberté, veut promouvoir un nouveau lien humain fondé sur l'égalité et sur l'amitié. Dans cet épisode, qui sera le dernier de cette série consacrée au discours de la servitude volontaire de la Boétie, on va s'intéresser particulièrement à la dernière grande section du texte qui change complètement de registre. Après toute la violence du réquisitoire, après la satire des outils de la tyrannie, après l'analyse de la pyramide de la domination, de cette chaîne ininterrompue de la société, la Boétie quitte le registre de l'accusation, de l'analyse pour celui de la célébration. Et c'est, on pourrait dire, la face lumineuse du discours qui est souvent éclipsée par tout ce qui précède, mais qui est essentielle pour comprendre ce que la Boétie entend vraiment par défendre et entretenir la liberté, pour parler explicitement du parcours de notre programme. Cette dernière section commence par une démonstration par la négative. Avant de dire ce qu'est la liberté dans sa forme positive, la Boétie montre d'abord ce que la tyrannie détruit. Et ce qu'elle détruit, c'est la possibilité même de l'amitié. Il s'appuie pour ça sur une série d'exemples, comme d'habitude tirés de l'histoire antique, romaine en l'occurrence, accumulés d'ailleurs jusqu'à l'écœurement. Sénèque, Burrus, Tréséas, cette trinité de gens de bien, comme ils les appellent, sont tous morts. Et ils sont morts malgré leur loyauté envers l'empereur Néron. Poppée, que Néron aimait au point d'en être obsédé et empoisonné par lui. Agrippine, sa propre mère, qui avait tué son mari Claude pour placer son fils sur le trône et assassiné par ce même fils. Messaline, adorée de l'empereur Claude, est livrée au bourreau par lui. L'accumulation, ici, produit un effet de démonstration par saturation. Nul n'échappe à la cruauté du tyran, ni ses ennemis, ni ses favoris, ni ses proches, ni même ceux qu'il aime. Et la Boétie en tire une conclusion qui est formulée avec une grande netteté. Certainement, le tyran n'aime jamais et n'est jamais aimé. L'amitié est un nom sacré, une chose sainte. Elle n'existe qu'entre gens de bien. Elle naît d'une mutuelle estime et s'entretient moins par les bienfaits que par l'honnêteté. La définition de l'amitié que donne ici la Boétie, ce qui est surprenant d'ailleurs à ce moment-là, est inspirée de Cicéron, qui avait écrit un célèbre traité De Amicitia au sujet de l'amitié. Et c'est ce que les Latins, les Romains, appelaient la culta amicitia, l'amitié cultivée entre des hommes vertueux, fondée sur l'estime mutuelle et pas sur l'intérêt ni sur l'utilité. Cette définition, elle exclut radicalement le tyran. Pour la Boétie. Un homme qui, ne sachant aimer, s'appauvrit lui-même et détruit son propre empire, comme le dit la Boétie, un tel homme est structurellement incapable d'amitié. Et sans amitié, il est seul. Il est entouré de millions de sujets, il est entouré plus proche de lui de favoris, de gardes, mais profondément, il est irrémédiablement seul. Et c'est là que la construction du discours montre toute sa cohérence. Parce que, rappelez-vous, on avait évoqué la chaîne ininterrompue de la tyrannie, cette espèce de réseau, cette pyramide verticale, où chaque échelon tient le suivant par la corruption et l'intérêt. Et c'est comme ça que la Boétie, finalement, expliquait de la manière la plus profonde possible que la tyrannie demeure, que la tyrannie tienne. En fait, chacun se tient dans la société et croit avoir intérêt à ne pas tout briser. Et ce que la Boétie oppose à tout ça maintenant, c'est l'amitié. Évidemment, le contraste est énorme, parce que là où la chaîne tyrannique était verticale, chaque échelon dominant le suivant, l'amitié est horizontale. Et la Boétie le dit avec une formule qui est très belle. Celle-ci fleurit dans l'égalité, dont la marche est toujours égale et ne peut jamais clocher. Donc là où la chaîne repose sur la corruption, sur la peur, sur l'intérêt, la chaîne de la tyrannie évidemment,
L'amitié, elle, repose sur la vertu et sur l'estime mutuelle. Sur un rapport horizontal, autrement dit. Et la Boétie tranche la différence avec une formule sèche, définitive, sur ceux qui gravitent autour du tyran. Ils ne s'aiment pas, mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices. Vous voyez, amis, complices, deux mots qui semblent très proches, mais qui sont en réalité aux antipodes ici. Les complices sont liés par l'intérêt commun, par la peur mutuelle. Les amis, à l'inverse, sont liés par la vertu et par l'estime. Et cette distinction, elle n'est pas seulement morale. Dans le contexte, ici, elle est politique. Parce que l'amitié entre gens de bien, pour la Boétie, c'est précisément le lien qui unit les mieux nés. Ces hommes d'entendement net qui résistent à la servitude par le savoir, la mémoire, ce dont on a parlé dans un autre épisode. Eh bien, l'amitié est le ciment de la résistance. Et il faut replacer ça dans son contexte. Le discours s'adresse au moment où il est écrit à un milieu précis, le milieu parlementaire bordelais, ces magistrats, ces aristocrates lettrés, unis par des réseaux d'échanges intellectuels, de recommandations, de fidélité personnelle. Et l'amitié dont parle la Boétie, c'est pas un sentiment privé ou une affaire intime, c'est la forme que prend le lien civique entre des hommes libres. L'équivalent de ce que Cicéron théorisait en parlant du lien entre les aristocrates romains, les meilleurs citoyens de la République, les optimates, comme on les appelait. C'est une amitié politique, au sens le plus noble du terme. Et c'est donc en reconstruisant une espèce de parti des amis, comme on pourrait l'appeler, un parti qui est basé sur des relations d'égalité, de confiance profonde, qu'on pourra faire changer la situation et combattre la tyrannie. Un mot maintenant sur la fin du discours. Le discours de la servitude volontaire s'achève de manière assez abrupte. Après l'éloge de l'amitié et des gens de bien, après toute cette construction, eh bien la Boétie conclut en quelques lignes seulement sur une menace qui est adressée aux tyrans et à leurs complices. Puisque rien n'est plus contraire à un Dieu bon et libéral que la tyrannie, qu'il réserve là-bas tout exprès pour les tyrans et leurs complices quelques peines particulières. Cette clausule finale, comme on dit, est remarquable à plusieurs titres. D'abord, elle dit l'espoir d'une justice que la terre n'a pas su rendre, une justice divine, différée sans doute, mais certaine. Et ensuite, et surtout, il faut remarquer la litote, quelques peines particulières. Parce que c'est pas une condamnation explicite, c'est pas une description du châtiment, c'est une formule vague, presque un peu anodine, et qui, pour cette raison même, est plus menaçante qu'une condamnation en bonne et due forme. Elle laisse, en effet, l'imagination du lecteur combler ce que les mots ne nomment pas. Et ça, c'est un geste rhétorique parfaitement calculé, parce que cette fin ouverte, en fait, elle est à l'image de tout le discours. C'est un texte qui ne se referme pas sur lui-même, mais qui donne un programme d'action, pas un programme d'action concret, qui ne dit pas ce qu'il faut faire exactement, mais qui cherche à produire chez son lecteur un mouvement intérieur, le dégoût de la servitude, le désir de la liberté et peut-être l'envie de rejoindre ces gens de bien qui, par l'amitié et le savoir, s'emploient à défendre et à entretenir la liberté quand tout conspire à l'éteindre. Voilà comment le discours referme la boucle du parcours, défendre la liberté, c'est ce que font Brutus, Cassius, les Spartiates, les mieux-nés qui secouent le joug. Entretenir la liberté, c'est ce que fait l'amitié entre gens de bien, c'est-à-dire un travail patient, quotidien, de transmission, d'échange, de mémoire partagée. C'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque au sens guerrier du terme, mais c'est peut-être plus durable. Parce que c'est une flamme qu'on se passe de main en main, plutôt qu'un feu qu'on allume d'un seul coup et qui n'aura pas finalement de conséquences très efficaces. Et le discours lui-même, bien sûr, c'est un acte d'entretien. La Boétie l'a écrit pour ces lecteurs-là, ces magistrats de Bordeaux, ses amis, au sens cicéronien du terme. Il l'a écrit pour rallumer en eux le désir de la liberté. Alors, nous le lisons encore aujourd'hui pour la même raison. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous pour clore cette série consacrée au discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.